L'esprit de Dagas. Les pensées sont libres. L'esprit de Dagas écoute ton âme qui vibre. L'esprit de Dagas explore sans mode d'emploi. L'esprit de Dagas et la magie opéra. L'esprit de Dagas. Les deux de l'ivresse. L'esprit de Dagas. Salut à toi, cher auditeur. Je m'appelle Rainy et je suis l'hôte du podcast L'Esprit de Dagaz. Nous sommes en décembre 2024 et tu écoutes l'épisode 5. C'est un grand moment. Après plus de 6 mois de réflexion, de travail acharné et 4 épisodes publiés en solo, il était temps d'avoir le premier invité face au micro. Ceux qui ont écouté les premiers épisodes ne doutent pas une seconde de l'identité de l'invité. Pour les autres, ils rigolent déjà. Je vais poser le cadre. Donc, je me trouve à Saxon-en-Valais. Pour les Français, c'est en Suisse. Rue Godefroy 34, en face de la gare, au premier étage, dans le salon Dolven Tattoo. Voilà, cette fois plus de doute, je suis en compagnie de Jonas Dorsa. Salut Jonas, merci de m'accueillir dans tes 4 murs. Salut, avec plaisir. Il rigole de nouveau. Donc, on aurait dû avoir notre troisième rendez-vous pour mon avant-bras et on se retrouve à papoter. On a déjà mangé une pizza. Comment va ta jambe, Jonas? Alors, ouais, effectivement, le tatouage, c'est un petit peu compliqué avec une jambe immobilisée. Je me suis pété la gueule en montagne. Je me suis pété les deux malléoles, tibia, péroné. Puis du coup, je suis en béquille. Et puis je prends mon mal à la patience. Puis du coup, au lieu de tatouer, je fais autre chose, comme enregistrer des podcasts. Ça, c'est une belle activité. Bon, elle n'est pas autant rémunérée que la première, Non, mais ça, voilà. c'est clair. Bon, on est déjà allé beaucoup trop loin dans la chronologie de ton histoire. C'est comme dans les bons films, on commence par la fin. Donc, on va revenir tout au début. Et puis, bien sûr, il y a des personnes qui ne te connaissent pas du tout. On va dire c'est peut-être bien ou pas. Hein, ça va. Bon, peux-tu te présenter en quelques mots? Alors, en gros, Jonas Dorsa, je suis valaisan, je suis papa de 2 enfants, en couple avec ma femme, qui n'est pas vraiment ma femme au sens légal puisqu'on n'est pas mariés, mais depuis 18 ans quand même. Je suis, si je dois trouver des mots pour me définir, je suis chasseur. Je suis hypnothérapeute et tatoueur. Nickel. Ben, ça en fait, hein. Ça en fait. Ouais, alors comment ça se fait qu'on s'est rencontrés? Donc, il y a des personnes qui ont peut-être déjà écouté les premiers épisodes, donc ils connaissent plus ou moins l'histoire. Mais pour faire simple, pour ma part, j'avais tourné la page tatouage, ouah, il y a bonnement 15 ans, même presque, non, pas 20 ans, 15 ans, on va dire. Et puis je me suis dit, fini terminé, parce que ça fait mal, ça fait des croûtes, c'est horrible. Et puis, j'aime quand même bien, mais voilà, moi j'ai bâché. Et puis un beau jour, après une promenade, mon épouse me dit d'aller voir Instagram. Je vois euh, un compte Instagram avec des photos de tatouages. Et puis les semaines d'avant, j'avais discuté sur un serveur Discord avec des amis qui avaient le tatouage en handpoke. Donc moi, je connaissais pas du tout. Donc on a un peu échangé là-dessus. Puis tout le monde disait, ouais, tu verras, si un jour tu vas en faire. Dans ma tête, non, j'irai pas. Ça fait beaucoup moins mal, ça guérit beaucoup mieux. Et puis c'est traditionnel. Et moi, j'étais déjà pris dedans, hein, donc j'avais acheté le principe, mais je connaissais personne, donc je voyais ce compte et je voyais tous ces petits points dans ces tatouages, je me dis, ouh, ça pue le handpoke. Je clique dessus, je me dis, ouais, un de ces trucs français, ou Dieu sait où, non, non. C'était en face de mon village, donc moi j'habite dans le même village que Jonas, mais on se connaissait pas encore, et il est juste en face à Saxon, avec son... Et donc du coup, feu départ, quoi. Je crois 2 mois après, j'avais les 2 intérieurs d'avant-bras tatoués et puis quelques mois plus tard, j'avais, l'avant-bras droit qui était complet. Et maintenant, au lieu de faire l'autre bras, on est en train d'enregistrer l'épisode 5. Donc voilà, ça c'est fait, c'est posé. Jonas, qu'est-ce que tu fais de la vie de tous les jours? Alors, l'hypnose, on pourrait y revenir, mais c'est principalement de ça qu'on va parler de toute façon. Donc, on va parler de tatouage handpoke. Donc, je suis tatoueur handpoke. J'ai mon cabinet, justement, comme tu l'as dit, sur Saxon, où je fais aussi de l'hypnose, mais de manière un peu séparée. Et puis, voilà. Donc, mes principales occupations professionnelles, c'est à 50% à peu près, distribué entre l'hypnose et le tatouage
handpoke. Je fais que du tatouage handpoke. Je suis pas complètement fermé à la machine, je trouve ça a son intérêt aussi, mais moi, ce qui me fait triper, ce qui me fait délirer et ce qui me plaît, c'est vraiment le handpoke, puis c'est pour ça que je mets là-dessus l'accent. Ce que je tatoue principalement comme motif, et puis c'est pour ça qu'on s'est connus aussi d'ailleurs, c'est que je fais principalement du traditionnel scandinave, nordique, et du celtique aussi, mais du celtique, ce qu'on appelle celtique ancien, donc celtique pré-chrétien, où il n'y avait pas d'entrelacs du tout, qui est un petit peu plus proche de chez nous aussi. Mais voilà, ça c'est vraiment on dirait les deux trends qui me passionnent, qui me fascinent, et puis que j'utilise justement de manière professionnelle. Ok. Et puis, depuis quand tu fais ces deux métiers-là? Parce que on va apprendre après que tu as fait plein d'autres trucs avant. Ouais, alors ces deux métiers-là, alors si on pose quand même un petit peu l'historique, donc j'ai fait d'autres métiers avant, justement, dont on discutera certainement, quand on ira un petit peu plus loin dans la présentation, mais ben, l'hypnose s'est imposée à un moment donné, c'est quand même un podcast pardon, de spiritualité, donc l'hypnose fait partie de ma découverte aussi par rapport à ça, mes expérimentations par rapport à ça. Et puis c'est justement en expérimentant cette hypnose que gentiment je suis venu à des motifs qui me plaisaient. J'expliquerai volontiers plus loin un petit peu après comment ça s'est passé. Mais c'est comme ça un petit peu que j'ai découvert le handpoke. J'avais été déjà tatoué à la machine. Je connaissais pas du tout cette méthode-là. Et puis du coup, ben, je suis tombé dessus un peu par hasard. Ça m'a super intéressé. J'ai cherché un petit peu autour de moi, j'ai pas trouvé. Il y avait personne qui pratiquait à ce moment-là, donc je parle de ça il y a 6, 7 ans en arrière. Il y avait très peu de personnes qui pratiquaient autour, donc je me suis lancé un petit peu gentiment, un petit peu à l'arrache, en autodidacte total. Et puis au début, c'était pas du tout dans la prétention de devenir tatoueur. Moi, j'aime pas trop les artistes à la base. En tout cas, la vision dont j'avais des artistes avant, on pourra aussi en discuter de ça, ça a évolué. Mais j'aimais pas du tout ce monde-là. J'ai trouvé complètement perché, à chier, incompréhensible, insaisissable. Enfin voilà, ça me plaisait pas. Donc pour moi, devenir artiste, c'était hors de considération. Du coup, c'est vraiment une démarche personnelle à la base pour m'inscrire des motifs qui, à moi, me parlaient, qui racontaient un peu ma vie et tout. Et puis c'est en développant ça, donc je suis tombé absolument sous le charme de cette technique, j'ai adoré ça. Ça faisait tout son sens aussi par rapport à ce que je voulais représenter. Et gentiment, en tatouant un petit peu, ben, t'as un qui te dit: «Ah, mais fais du handpoke, toi, ça a l'air cool, ça, tu pourrais pas me faire un petit truc là?» Puis ben, un plus un plus un plus un fait que au bout d'un moment, ben, j'en ai fait mon métier, et puis c'est comme ça que je suis arrivé là. Oui, c'est intéressant. Maintenant, la question que beaucoup de monde se pose, comment est-ce que tu exerces ces activités? Et puis, ben, surtout, où? Bon, maintenant, on a parlé de Saxon, mais ça s'arrête pas que là. Non, alors effectivement, alors j'ai mon point fixe, on dira, sur Saxon, justement, où c'est mon cabinet et mon studio, donc mon cabinet d'hypnothérapie et mon studio de tatouage. Euh, j'ai un site internet, j'ai des pages Instagram. Par rapport à ce que je fais aussi, surtout, donc l'hypnose, elle se passe exclusivement ici. Par contre, le tatouage, ce qui fait partie aussi un petit peu du métier de tatoueur, c'est de s'expanser un petit peu. Alors, il y a les manifestations, il y a les conventions de tatouage. Comme je fais du traditionnel et puis de l'historique, justement, ben, il y a tout ce qui touche aussi à ça. Ça veut dire tout ce qui est manifestation moyenâgeuse, entre guillemets, marché de style médiéval. Donc, il y a toutes ces manifestations-là. Il peut y avoir aussi deux, trois petits trucs si de temps en temps je tombe sous le charme d'un petit marché qui a pas forcément à voir, volontiers, pourquoi pas, avec plaisir. Enfin, voilà, je reste assez ouvert par rapport à ça. Ce qui fait partie aussi du métier de tatoueur, c'est les guests. Donc les guests, c'est le fait d'aller dans un autre salon de tatouage. Je l'ai fait un tout petit peu. C'est pas encore un créneau que j'ai forcément développé, mais c'est vrai que c'est quelque chose qui m'intéresse forcément parce que bah, ça ouvre des horizons, ça permet de rencontrer d'autres gens, d'autres cultures, enfin plein d'autres choses.
Voilà, donc c'est pas encore quelque chose que j'ai vraiment développé, mais ça se fera. Donc, J'ai pas été bien loin. il me voit rigoler parce que lui sait pourquoi je rigole. Juste pour la petite histoire, j'ai participé à un de ses guests, j'ai dû prendre l'avion. Non, gros gag. Il m'a demandé, ça te dérange de venir en guest? Moi, je fais, en tant que client, non, mais tu veux que j'aille où, Genève? Non, non, c'est le village d'à côté. Ok, donc, C'est mon premier guest vraiment officiel, c'est dans le c'était village d'à côté. fantastique. Alors, je me suis mis à la place des gens qui te suivent sur Instagram. Ils se disent, ouais, il va faire un guest et tout. Puis finalement, La communication. c'était juste 4 kilomètres à côté. Moi, j'ai pleuré de rire, quoi. Moi, je voyais déjà les gars qui partent au Canada, puis au Japon faire les À fond. guests. Ben, toi, tu vas dans le village à côté. Enfin, bref, c'est un peu comme tout ce que tu fais, quoi. Pour moi, c'était atypique parce que je pensais pas que ça existait ben, à côté de chez moi. Et finalement, ben non, quoi. On se retrouve ici aujourd'hui à faire un podcast et je trouve ça magnifique. Bon, poursuivons dans notre petite liste. Donc, c'est maintenant que ça va devenir intéressant parce que, bien sûr, avant de prendre rendez-vous, j'ai disséqué ton site internet avec l'œil aguerri style NCIS. Et puis, j'ai beaucoup dû rigoler parce que tu as fait un métier où on travaille avec des briques. Donc, j'ai trouvé que ton site était rempli de briques. Donc, chaque fois des éléments de vie bien distincts. Et je pense que pour les personnes qui ont lu ce qu'il y a sur ton site, ce qui les intéresse beaucoup, c'est le liant, quoi. Donc, on va mettre un petit peu de mortier là entre. Donc, tu passes d'une étape à l'autre. Je pense, c'est quoi l'histoire de Jonas Dorsa? Raconte-nous un peu depuis le début. Oui, alors volontiers, je fais volontiers l'historique, puis ça, c'est, enfin, comme je dis tout le temps, la perception d'une situation, elle est définie par la personne elle-même, et puis la personne elle-même se définit par rapport à ce qu'elle a vécu. Donc, tout ce que je vais dire éventuellement après, c'est défini par ce que j'ai vécu, et ce n'est bien sûr que mon avis, ça veut pas dire que j'ai raison. Donc, c'est bien de pouvoir fixer un peu cette historique. Donc, en 2024, c'est un disclaimer que tu vas faire. Si les gens se sentent choqués, nanana, Voilà, Ah, tranquille les gars, voilà. tranquille, ça va aller, ça m'appartient. Donc je suis né en Valais. Alors pour ceux qui connaissent pas, le Valais c'est un canton suisse qui est réputé comme étant conservateur, très chrétien, extrêmement chrétien. Non seulement je suis né en Valais, mais en plus je suis né à Fuy, qui est un village conservateur dans un canton conservateur. Je suis né dans une famille extrêmement chrétienne et très pratiquante surtout. Donc j'ai fait partie dans ma jeunesse, enfin dans mon enfance, malgré moi, c'était pas forcément mon choix, mais j'ai fait partie du groupe de prière, de ce genre de choses-là. J'ai été servant de messe d'ailleurs aussi, parce que ça faisait juste partie du truc, un petit peu comme faire du foot, il fallait faire servant de messe. Euh, Ça, c'est un petit peu le début. Alors, ça m'invite pas plus, on reviendra sur le truc volontiers après. Euh, je suis parti de la maison, j'avais 15 ans. Je suis pas parti de la maison parce que c'était la fête, hein, on est d'accord. Donc je suis parti de la maison, c'était vraiment la grosse merde. Je suis devenu à l'adolescence quelqu'un d'extrêmement marginal. Marginal par rapport à mon comportement aussi. J'ai un comportement qui dysfonctionnait totalement avec la société, qui n'était pas acceptable. J'adorais me battre, j'adorais me foutre sur la gueule avec des gens. C'était un peu la seule manière que j'avais, moi, de me sentir vivant. Euh, au bout d'un moment, bah forcément, quand tu vis de cette manière-là, t'es vite recadré. Donc, je suis re-rentré dans le moule à un certain moment donné. Là, à cette époque-là, j'étais apprenti maçon. Donc, en plus, maçon, j'avais voilà, la carrure qui me permettait aussi de faire un peu le con. C'était pas mal. Euh, Maçon, je suis arrivé au bout du truc à un moment donné parce que ce qui me déplaisait là-bas dedans, c'est que tu sens bien que, moi c'est comme je disais toujours, j'avais l'impression de ne pas valoir plus qu'un disque de meule. Puis quand tu sais à quel point ça s'use vite un disque de meule, bah, ça veut dire que ça vaut pas grand-chose. Parce que dans ce genre de métier-là, qui sont des métiers extrêmement physiques, où on demande énormément de production, quand tu es plus capable de suivre le rythme, bah, tu vaux plus rien. Et puis, c'est vrai que pour pouvoir être un peu meilleur que les autres, bah, le jeune adolescent que j'étais voulait toujours en faire un petit peu plus. Et puis, ouais, je me suis levé à 22 ans, puis le dos il commençait à piquer. Je me suis dit, il faut que ça change là. Puis, je me retrouvais plus. Je commençais à me sentir un peu pressé, opprimé par rapport à ce monde du travail et puis cette surrentabilité à outrance. Je voulais quitter ça. J'étais très intéressé par le fonctionnement humain, mais surtout par le mien, parce que je sentais bien que je débloquais. Donc,
me posais pas mal de questions sur moi-même, sur les autres aussi d'ailleurs. Donc juste ce fonctionnement humain, et puis ben, bien sûr la sécurité, parce que ce monde de la sécurité m'intéressait énormément. Donc du coup, j'ai quitté le monde de la production en tant que maçon, et puis j'ai fait agent de détention. Donc agent de détention, c'est gardien de prison. C'est le mot qu'ils ont trouvé pour valoriser la profession. Parce qu'il faut bien trouver quelque chose. Donc gardien de prison, j'ai fait ça pendant 4 ans, j'ai trouvé les réponses que je voulais trouver là-bas dedans, ça m'a suffi en 4 ans, j'ai eu vraiment l'impression d'avoir fait le tour. Donc j'ai arrêté après 4 ans et je suis revenu à un métier d'indépendant, et je suis revenu à ce que je savais faire puis qui était rentable, accessible, donc je suis revenu maçon. J'ai eu quelques petits déboires de santé en tant que maçon, donc après 3-4 ans d'entrepreneuriat en tant Donc là, t'as qu'indépendant. quel âge? Enfin, pour constituer un Là, j'ai peu. 20. Parce que t'es parti à 15 ans. Ouais, donc à 15 ans, je suis parti de la maison, j'ai fait maçon, Mhm. j'ai fait mon apprentissage, j'ai travaillé jusqu'à 22 ans à peu près, 24 ans. 24 ans. À 24 ans, je suis rentré comme agent de détention, j'ai fait ça 4 ans, un peu plus. À 29 ans, je suis parti. Alors, j'ai fait une petite transition, ça en reviendra aussi dessus après, très certainement. En quittant mon métier d'agent de détention, de gardien de prison, je suis parti au Québec. Donc, j'ai fait ma grosse transition. Je suis parti 3 mois et demi, 4 mois au Québec. Ensuite, je suis revenu à la base, avec l'intention de me réinsérer dans un monde assez classique. Je me suis vite rendu compte que c'était pas pour moi. Du coup, j'ai été maçon indépendant pendant 4 ans, avec à la fin un problème, hernie discale, donc problème physique, je peux juste plus pratiquer. Et puis c'est là que j'ai dû faire une autre transition et puis retrouver un petit peu une place. C'est là que je suis devenu hypnothérapeute et ensuite tatoueur. Donc, de maçon, bagarreur, hypnothérapeute. Ouais. Je pense que là, on arrive à la question, quel a été C'est l'événement quoi? déclencheur pour se mettre à son compte en tant que hypnothérapeute? Ouais. Euh, Alors, il y a eu plein d'événements déclencheurs. Les événements déclencheurs, moi, je les situe déjà plus comme des sortes de prises de conscience, entre guillemets. Alors, typiquement, je l'expliquais déjà avant, mais le fait d'être dans ce monde de la maçonnerie, là, de cette rentabilité à fond la caisse, et puis de se rendre compte qu'en fait, mais bordel, si je continue là-dedans, je vais juste claquer. Ça, déjà, c'est une certaine prise de conscience. Euh, je suis quelqu'un de relativement observateur, et puis ben, d'observer mes collègues. Moi, allez, en un peu plus de 10 ans de maçonnerie, j'en connais pas beaucoup qui sont arrivés à la retraite. Ils ont pété avant, clairement. Donc, je voulais surtout pas me retrouver dans ce genre de situation-là. Moi, je sentais bien aussi que moi, ça m'amusait énormément. Donc, du coup, c'est des petites prises de questions, pardon, des petites prises de conscience comme ça, qui font que, au fur et à mesure, j'ai dit bordel, mais en fait, là, je suis dans la merde. Si je continue comme ça, je vais dans le mur, ça va pas le faire. Du coup, qu'est-ce que je dois faire pour changer? Et puis après, c'est de l'expérimentation. Maintenant, je rigole d'où intérieurement parce que Ouais. tu as dit que tu voulais. Enfin, tu constatais qu'ils n'atteignaient pas l'âge de la retraite, Ouais. mais toi non plus. Tu as pété avant. Ah, clairement. Donc ça veut dire que tu étais déjà en train de penser qu'il faut que tu fasses un jour autre chose, Ouais. et en même temps, tu te ramasses un sac de ciment dans les dents. Ouais, quoi. non, mais Donc, tout à fait. Et c'est assez intéressant ce que tu dis, alors bon, par rapport à moi, donc, quand je suis revenu à la maçonnerie, après avoir fait agent de détention, je suis revenu à la maçonnerie, le but, c'était de faire différemment. Faire la même chose, mais différemment. Donc, j'ai créé, j'ai rien inventé, hein, je dirais que j'ai repris certains codes pour faire ma propre boîte. J'ai travaillé seul, parce que le but, c'était d'être libre, en fait, au final, très clairement. Le but, c'était d'être indépendant, parce que pour moi, quelqu'un qui crée une entreprise et puis qui prend des employés, de nouveau, hein, ça c'est ma version à moi, je dis pas que c'est juste, mais qui prend des employés, il est plus tout à fait indépendant, puisqu'il doit quand même fournir du travail pour pouvoir payer des salaires et puis faire vivre des familles. Donc il perd un peu un bout de cette liberté-là. Moi, je voulais rester le plus libre possible, ça veut dire que je voulais pouvoir aller bosser quand j'avais envie d'aller bosser, et tout, sur le papier, hein, d'accord. Ça marche pas toujours comme ça c'est clair. Mais enfin voilà, j'avais cette envie de créer quelque chose d'un petit peu différemment. Et surtout dans ce monde-là, ça n'existe pas du tout. L'exemple type de l'entreprise de maçonnerie, c'est que tu commences à la limite à petit, 1, 2, 3, puis après tu grandis le plus possible. Ça, c'est le principe type. Il y a peu qui restent tout seuls, puis qui font tout seul. Bah, tout seul, en plus, tu peux pas faire une villa, par exemple, c'est pas, juste pas possible. Donc tu te limites aussi au niveau des travaux que tu peux faire. Mais je m'en foutais un peu, et puis c'était ça que je voulais faire, c'était ça qui me plaisait, c'était comme ça, puis quitte à me planter, je m'en foutais un peu.
Mais c'est vrai qu'il y a toujours un petit peu, il y a ce truc à réinventer, très clairement, un mode de fonctionnement à réinventer totalement. Il y avait pas d'exemple autour de moi qui correspondait à ça, donc j'ai inventé de A à Z. Et puis, tu arrives vite aussi au mur je me suis imposé à moi-même. Donc, le fait d'être seul, les charges, c'est moi qui les porte. J'ai pas de manœuvre à côté de moi pour faire le sale boulot, puis pour se flinguer avant moi. Donc, du coup, j'ai pas mal ramassé, ouais. Voilà, ça c'est un petit peu justement ce qui s'est passé comme transition par rapport à cette maçonnerie-là, de revenir à la maçonnerie, mais différemment. Donc de revenir à quelque chose que je connaissais, parce que c'est une base qui pour moi était solide, concrète, utilisable, efficace, tout en essayant d'améliorer le truc et puis de changer un petit peu la perception et puis la manière dont je l'utilisais. Puis ça, c'est quelque chose de très important dans mon mode de fonctionnement. Mhm. Donc, si maintenant je récapitule, t'es parti au Canada, Ouais. t'es revenu, et méchamment, je veux dire, tu n'as pas compris ce que le Canada a voulu te dire. Donc, t'as recommencé la Alors, même connerie ouais, en non, voulant la faire différemment. j'entends bien ce que tu dis. Là, Ouais. je veux dire, moi je connais un peu l'histoire. Ouais. C'est maintenant que j'arrive à mettre Mais du lit entre les briques, donc je Oui. rigole un peu. on Mais va c'est- devoir, on va devoir raconter cette histoire aussi. Il y a beaucoup de ça. Je pense pas que j'ai pas compris, mais j'ai pas tout compris. Oui, Voilà. on t'a t'as vu quelque chose et puis voilà. Pour moi, dans une expérience, il y a toujours des niveaux, des strates de compréhension comme ça. Là, j'ai compris le premier niveau. J'ai dit, ok, le monde normal, normal, le monde de l'entreprise normal, le monde du travail normal, il n'est pas fait pour moi. J'essaye un autre truc, ça c'est ce que j'avais compris. Et j'avais pas tort d'ailleurs. J'avais pas tort, mais j'avais pas complètement raison. Ça, c'est toujours un peu le. J'aime bien dire ça comme ça. J'avais pas tort, mais pas complètement raison. Donc j'avais compris la première strat, j'ai pu l'expérimenter, j'ai pu faire cette expérience-là. Ça a été absolument génial. Je regrette rien du tout d'ailleurs. Euh, Puis ensuite, voilà, je suis arrivé au bout de ce que j'avais compris. C'est même mon corps qui me l'a dit d'ailleurs. Et puis du coup, j'ai dû encore sauter à l'étape suivante en fait, à peu de choses près. Ok, maintenant on va régler l'histoire du ticket d'avion. Parce que t'as bien dû partir. Donc, je veux en venir, c'est que, à un moment donné, ton parcours dans le milieu carcéral, Mhm. qu'est-ce qui t'a fait comprendre que c'est pas C'était pas là pour moi. que tu veux Ouais. faire tes vieux os, quoi. Ce qui, moi, m'intéressait dans cette histoire de système carcéral, alors, il y a tout ce qui est de manière très terre à terre, hein, mais tu bosses pour l'État, donc il y a un salaire qui va avec, il y a une sécurité de l'emploi, tu sais que plus le monde va mal, plus tu auras de boulot, en général, en tôle, donc il y avait vraiment ces aspects très terre à terre là qui me plaisaient beaucoup. J'étais, comme je disais avant, très intéressé par tout ce qui touche à la sécurité. Et aussi à tout ce qui touche à l'humain. Moi-même, en tant qu'adolescent complètement marginal, bagarreur, criminel, très clairement, faut dire ce qu'il en est, puis je fais bien la différenciation entre un délit et un crime, hein, sur une échelle, c'est pas du tout la même chose. Moi, j'avais un côté un peu criminel comme ça. Je voulais comprendre, il se passait quoi là, il m'arrivait quoi, puis je voulais mettre des mots sur ce que moi j'avais vécu, parce que je me sentais vraiment je me sentais pas bien par rapport à qui j'étais puis ce que j'avais fait. Donc je voulais chercher à comprendre aussi. Est-ce que j'étais vraiment un type, un connard? Est-ce que j'étais un psychopathe? Est-ce que j'étais... Enfin voilà. Il y avait plein de ces petites compréhensions-là où un certain comportement est vite catégorisé par la société, ce qui est tout à fait normal, hein, mais c'est vite catégorisé, et puis du coup ça met vite une étiquette, et puis j'ai voulu me réapproprier ces étiquettes en essayant de les comprendre, surtout. Donc c'est ça qui m'intéressait beaucoup aussi, c'est d'aller en tôle, aller voir ces gars qui ont été encore plus loin que moi dans ce mode de fonctionnement-là, puis de voir en fait si j'étais un peu comme eux, quoi, un peu de choses près. Il y a énormément de ça dans ce métier d'agent de détention. J'ai pu apprendre, la formation a été absolument passionnante, fascinante, parce qu'on apprend vraiment à comment se comporte l'humain, comment il en arrive aussi à ces situations-là. J'ai vu que ça allait encore, puis que j'étais pas si... j'étais bien margeau, mais pas irrécupérable, on dira. Et puis du coup, ça a été un déclic, en me disant, non mais attends, ouais c'est bon, j'ai compris, j'ai plus rien à foutre là-dedans, ça n'a plus grand-chose à m'apporter. Si je reste là-dedans, je vais m'enfermer en fait dans ce que j'ai voulu éviter. Donc, t'as eu l'étincelle que d'autres n'ont peut-être pas eu, Ouais, puis qu'ils ont fini dans les barreaux, quoi. ouais, clairement, ouais. Clairement. Ouais, oui. Je me rappelle. Alors, tu parles d'éléments déclencheurs, typiquement. Moi, je me rappelle bien parce que j'ai beaucoup fait de conneries en tant qu'adolescent, donc en tant que mineur.
suis passé au tribunal des mineurs et tout. Et puis, j'ai eu aussi un déclic. Merci le juge, parce qu'il a bien forcé pour que j'ai eu ce déclic-là, en m'expliquant bien qu'il y a un code pénal complètement différent entre le code des mineurs et le code des adultes. C'est pas du tout. Mais Il y a une limite, quoi. il y a une limite, voilà. Et puis, on m'a bien fait comprendre cette limite. J'ai eu la chance de la percevoir, de la comprendre, puis de la saisir, et puis de dire, ok, maintenant, il faut que j'arrête les conneries, quoi, parce que sinon, ça va pas être le même dream. Voilà, donc ça a été un des éléments déclencheurs aussi qui m'a permis de revenir un petit peu en arrière, puis de re-rentrer dans un moule, à quelque part. Ce moule-là, il a été rassurant pendant un moment, et puis, j'ai expérimenté ce moule-là, et puis au bout d'un moment, un autre bout d'un moment plus loin, et ben ce moule, m'a un peu moins plu, mais comme j'avais pu l'appréhender, jouer avec, et ben c'est là que ça m'a permis aussi d'aller réinventer un autre moule qui me correspondait un petit peu plus, en fait, au final. Mhm. Ouais, ça me rappelle un morceau des shérifs. J'aime jouer avec le feu, mais j'aime pas me brûler, quoi. Donc, là, t'as eu très chaud, là. J'ai eu, ouais, très, 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 ouais, je me suis même un peu brûlé. Ouais, bah, de toute façon, il faut bien qu'on se brûle une Ouais, fois ouais, pour clairement. comprendre qu'elle est chaude, cette plaque, comme Oui. on dit dans le Jura. Effectivement, Ouais. effectivement. Ok, je vais te mettre sur la piste. Donc, tu partages la vie avec quelqu'un, vous avez 2 enfants. Mhm. Est-ce que tu étais déjà avec la personne avant de partir au Canada? Ouais. Alors, Est-ce que c'est elle qui t'a mis dans l'avion et t'a dit, Jonas, va faire ton expérience, reviens. entre autres. Ok. Alors, Ah, mais c'est- ouais. Oui, c'est intéressant. alors, donc ma femme, ça fait 18 ans qu'on est ensemble. Mon premier fils, mon plus grand, il a 7 ans. Donc on a mis 10 ans avant de faire des enfants. Si je reprends un petit peu c'est cette histoire on fixe un petit peu l'environnement. Elle t'a connu bagarreur ou pas? Oui, Ok. ouais. Donc elle savait. Ouais, elle savait très bien qui j'étais. Donc oui, alors ça c'est peut-être aussi un bon point. Enfin, bon point. Pour elle. Oui, enfin voilà, c'est pour le couple, on dira. Elle m'a connu comme ça, elle savait qui j'étais, et puis elle a vu aussi, elle a suivi toutes les petites transformations, enfin toutes les petites, ou même les grosses transformations qu'il y a eu de A à Z. On n'était pas. Moi je me rappelle que quand je m'étais un peu sorti de mes conneries là, où j'étais moins dysfonctionnel, entre guillemets, puis dysfonctionnel, on est d'accord que c'est toujours par rapport à certaines sociétés, une certaine mentalité. Je me rappelle que à ce moment-là, j'avais qu'une envie, c'était pouvoir transmettre ça. Donc faire des gamins, puis dire putain, là je me suis sorti d'un truc absolument monumental, il faut que je puisse transmettre ça pour qu'on fasse mieux et tout, machin. Puis en fait, je suis rentré à ce moment-là dans la vie normale, où j'étais moins marginal, où j'ai refait partie de ces codes, puis je me suis rendu compte du monde dans lequel on vivait, enfin, selon de nouveau ma perception que j'avais à ce moment-là, puis j'ai dit mais putain, c'est quoi cette merde? J'ai dit non, en fait, je veux pas faire des gamins, pas là-bas dedans, quoi. Je veux pas leur offrir ça. Je détestais la société dans laquelle je vivais. Je pouvais pas faire des gamins pour leur donner quelque chose que je déteste. Voilà. Donc j'ai longtemps refusé de faire des enfants en disant non, mais moi j'ai rien à leur apporter à quelque part. Et puis c'est en fait le fait qu'on ait évolué en tant que couple, individuellement, ça c'est clair, mais surtout en tant que couple avec ma compagne, que en fait au final je me dis bon, mais en fait le monde autour de moi, ouais, pourri, ok, mais je m'en fous, celui que je crée avec ma femme il est magnifique, puis je l'aime, puis c'est ça que je veux donner à mes enfants, voilà. Puis c'est ça qui a permis gentiment de faire un petit peu cette transition là, d'éléments déclencheurs, de faire cette transition, où j'ai dit ok, je veux bien avoir des enfants, mais par contre avant de faire des gamins, il y a vraiment un truc que je veux faire, c'est me barrer 3 mois. Alors, moi je voulais 6 mois, mais du coup ça a été un certain compromis. Voilà. Je veux me barrer vraiment, je veux aller faire mon rêve, aller voyager au Québec, puis en solo, sac à dos et compagnie. Donc ma femme, ça a été une longue discussion bien sûr, ça s'est pas fait du jour au lendemain. D'ailleurs il y a eu une négociation, parce que pour finir je suis parti, allez, 3 mois et demi, 4 mois, parce qu'elle est venue me rejoindre. Mais elle a accepté ce truc-là, elle a compris aussi que ça faisait partie de moi, que ça faisait partie de mon équilibre, et puis que j'avais besoin de ça, parce que sinon, elle sait aussi que si je me morfonds, bah, je deviens juste insupportable, quoi, donc elle me connaît bien. Donc le deal, c'était ça, elle m'a laissé partir, elle m'a fait confiance. Par contre, elle est venue me chercher, et puis on est revenu à 3. Voilà. Waouh. Donc mon premier fils a été créé, on dira conçu à Chicoutimi au Québec, dans un lit king size, mémoire de forme. Magnifique. Voilà. Il n'avait pas eu l'accent quand il est né, puis c'est très bien comme ça. Mais oui, ça faisait vraiment partie du truc, ça faisait partie de vraiment des discussions qu'on avait eues avec ma compagne,
qui était très importante. Et puis c'est là aussi où voilà, bah, moi j'étais suffisamment mûr aussi pour faire ce voyage-là. Si je l'avais fait avant, peut-être qu'il m'aurait pas apporté ce qu'il m'a apporté, très clairement. Et puis, bah, on était suffisamment mûr aussi pour passer cette étape-là, puis d'aller plus loin. Mais du coup, ça a été vachement, ça a été très intéressant, ça a été très intense aussi, parce qu'il y avait tout ce questionnement de, en fait, pourquoi on fait des gamins là. Parce qu'il y avait le truc de base où c'était très, parce que faut faire ça. On est en couple, donc on finit par faire des enfants, avoir une maison, la voiture, et machin, machin. Moi, j'étais pas du tout d'accord avec ça, donc ça a été très violent aussi pour elle. Mon refus à moi était hyper violent, en disant non, mais moi je fais pas des gamins avec toi. C'est horrible de dire ça comme ça. Et puis pourquoi tu veux pas faire des gamins avec moi? Bah parce que moi déjà j'ai rien à leur apporter. Et puis là, notre couple là, moi non, non. Si on fait, c'est pour faire un peu mieux, quoi. Enfin voilà, ça c'était vraiment mon principe, mais c'est très violent, puis j'ai souvent une manière d'amener les choses aussi comme ça, qui est assez direct. C'est pas toujours très très bien, C'est très pour ça bien que tu fais de accepté. handpoke, hein, Ouais, moi. ma femme a les épaules pour supporter mes délires comme ça, elle est juste monumentale cette femme. Mais ben, du coup, ça a obligé cette remise en question, de dire pourquoi, qu'est-ce qu'on fait, comment on fait, et puis d'être obligé en fait de se mettre derrière la table et puis d'en discuter. Ça veut pas dire qu'on a raison, mais ça veut dire qu'on a trouvé le truc qui nous correspond. Et puis qui est équilibré. Et ça, c'est une base pour pouvoir avancer qui est juste phénoménale. Dans un couple, il y a toujours des hauts et des bas. On en a vécu aussi. On en vivra encore de toute façon. Mais le fait d'avoir cette base-là, où on en a discuté, où on est d'accord avec ça, ça permet vraiment que s'il y a un bas, on peut se remettre sur cette base assez tranquillement. Et puis d'avoir une relative sérénité par rapport à ça. Et puis d'avoir 18 ans de couple avec 2 gamins. Voilà. Oui, oui, je signe. Donc, est-ce qu'on va, est-ce que tu veux parler de l'expérience dans les faux? Ouais. Euh, Ou est-ce qu'on y est, ou est-ce que tu as ouais, encore oui, oui, non, mais bien d'autres sûr. choses pour transitionner? Volontiers. Non, non, ça c'est. Alors, ouais, le pourquoi à la limite de ce voyage, ok, oui, ça peut instaurer plein de choses. Euh, Ma relation avec la forêt, parce que c'est pour moi aussi ce qui définit énormément de moi et puis d'où je suis venu et d'où je vais. J'ai une relation extrêmement problématique avec mes parents depuis très tôt. Et puis il y avait un truc que je partageais par contre avec mon papa, c'était l'amour de la forêt, l'amour de l'extérieur. Alors mon papa c'est plus un montagnard qu'un forestier entre guillemets. Lui, sa passion première, c'est la montagne. Mais ben, pour pouvoir aller dans la montagne, il faut passer par la forêt, on dira. C'est un peu de choses près. Et puis, il y avait vraiment cette passion, cette fascination par la nature qui m'a fait très très vite découvrir et puis que je partageais vraiment avec lui et puis qui m'est resté. Il y a plein de choses, énormément d'autres choses que j'ai renié totalement parce que c'était mon délire d'adolescent, comme beaucoup d'adolescents d'ailleurs. J'ai renié totalement de mes parents, mais par contre, la forêt, la nature, ça c'est vraiment un truc qui m'est resté. Ce qui, moi, me fascine dans la forêt, c'est le vivant, en fait, qu'il y a derrière chaque feuille, derrière chaque souche. Il y a un bout de vie, il y a un truc qui se passe. Il y a tout le temps, même la nuit. Alors, celui qui a dormi en forêt, il sait qu'une forêt, la nuit, c'est pas silence total, quoi. Ça bouge, C'est comme un là. cerveau. C'est On exactement ça. croit que ça dort, mais non. Tout le temps quelque chose qui se passe. Et moi, ce truc-là où il y a tout le temps quelque chose, moi, ça me fascine littéralement. J'aime trop ça. Et en plus, les manières de percevoir, enfin, c'est chaque fois différent, donc c'est extrêmement riche. Voilà, l'interprétation à l'infini. J'ai toujours aimé ça, c'est ce qui m'a amené aussi à la chasse d'ailleurs. Donc la chasse pour moi, alors on pourra en parler aussi, faire peut-être même un podcast que là-dessus parce que c'est assez intéressant, parce que pour moi ça fait partie aussi, si on revient, si je refais le parallèle avec ces histoires de spiritualité, pour moi la chasse et la spiritualité, en tout cas enfin, dans le monde entier, en fait dans l'histoire de l'humanité, elle en fait partie à part entière. Voilà, très clairement. La chasse c'est le rapport à la mort. Puis c'est le rapport au vivant. Parce que pour pouvoir donner la mort correctement, il faut être réellement intéressé par le vivant. Si t'es pas réellement intéressé par le vivant, tu cours pas après les chamois. Au revoir, merci, ciao, bonne, ils ont des capacités physiques bien plus supérieures que les nôtres. Donc c'est juste pas possible. Voilà. Donc, mais ça, on pourra développer une autre fois si jamais, ça serait avec grand plaisir. Donc voilà, tout ça, ça m'a permis de me construire, entre guillemets. C'est ce qui, en tout cas, m'a construit. Euh, et puis c'est mes premières expériences typiquement, je dirais, ouais, vraiment au niveau de la spiritualité, très clairement, le fait de pouvoir vraiment de donner la mort, de tuer un animal,
c'est un truc qui est d'une force, d'une violence, d'une force, c'est un truc qui bouleverse, qui est bouleversant. Et puis du coup, ça oblige à se réinterroger. Celui qui se réinterroge pas, ça devient un connard de criminel qui tire sur tout ce qui bouge. Ça existe, faut le dire. Mais celui qui saisit cette occasion de se réinterroger là-dessus, ça permet d'aller chercher un petit peu plus loin dans les questionnements et puis de savoir un petit peu plus ce que je veux, ce que je veux pas, je suis qui, je suis pas qui, enfin voilà, toutes ces choses-là. Mhm. Donc ça, c'est une des portes d'entrée, on dira, dans ces histoires de spiritualité, justement. Un des éléments déclencheurs aussi. Première fois que j'ai donné la mort à un animal comme ça. Mais déjà rien que d'avoir le droit de le faire, d'être mandaté par l'État, tu sais, ça donne un truc un peu spécial, qui monte à la tête de certains d'ailleurs, de manière tout à fait négative, mais pour celui qui veut bien en prendre conscience, c'est énorme, c'est une charge, c'est une responsabilité qui est juste grandiose. Celui qui veut bien prendre cette responsabilité-là de manière consciente, c'est quelque chose de très formateur. Donc ça, c'est très très intéressant. Ça a été justement ces fameux éléments un petit peu déclencheurs comme ça. Il y en a eu plein d'autres en fait. Euh, Si je reviens sur ces idées de, de spiritualité nordique et tout, moi j'ai découvert le monde viking. Et là, je vais être hyper réducteur dans ce que je dis, ça aussi on pourra développer, mais vraiment viking sous sa forme un petit peu brute, très catégorisé comme ça. Donc le gros viking avec son casque à cornes, sa double hache et puis sa peau de bête. J'ai découvert ça justement assez jeune, justement quand j'avais cette manière de vivre un peu marginale, hyper violente et tout. Donc ça correspondait à l'image que moi je voulais bien voir. Et puis c'est aussi un petit peu ça qui m'en a fait sortir parce que j'aime beaucoup l'histoire, j'aime beaucoup étudier, j'aime beaucoup lire. Et puis c'est en fait en allant chercher un petit peu plus loin, en allant essayer de me renseigner sur ce que j'essayais d'exprimer, que je me suis rendu compte qu'en fait c'était vachement limité ce que j'utilisais. Et puis Mais qu'il y avait énormément derrière. je rebondis, enfin, je te tacle, Ouais. prends-le comme tu veux. Non, quand tu dis que tu as été mis en contact avec ça, ben, pour ma part, étant gamin, ben voilà, en Suisse, je savais pas un mot de français. Finalement, on m'a dit qu'il fallait que je lise. Ouais. Donc, pendant que les jeunes lisaient les livres à bibliothèque verte, moi j'étais encore au rose parce que c'était un langage que j'arrivais à comprendre. Oui. Mais je partais chaque fois avec un bouquin d'histoire, quoi. Ouais. Souvent avec beaucoup d'images dedans. Donc, je connaissais tous les blasons par cœur, tout le bordel. Mais toi, en Valais, faut Mhm. le dire, comment t'es rentré en contact avec du viking? T'as vu une série? T'as vu un bouquin? Ou est-ce que t'as vu des tatouages fantaisistes avec des vikings puis des gnomes? Enfin, ouais, Ouais. c'est quoi le Tu truc? dis le support par Oui, rapport à ça. c'est Ouais. ça qui Non, m'intéresse. il y avait quasiment rien. C'était plus justement de l'imaginaire, du dessin, des trucs comme ça, un petit peu du fantaisiste, beaucoup, l'heroic fantasy, comme ça. Ce genre de choses-là, où c'était plus connoté viking, en fait, au final. Mhm. C'était, enfin voilà, en allant plus loin là-dedans, Du parce que cliché, ça n'a rien quoi. à voir. Du cliché total, Ouais. très clairement. Donc ça, c'est là, ma première manière d'avoir pu appréhender ce monde-là, c'est à travers les gros clichés du gros viking qui va tout brûler. Et puis surtout que c'était cette période-là où j'étais un petit peu en guerre contre la religion chrétienne. Et puis du coup, il fallait trouver un petit peu son opposé, histoire Mhm. pour... voilà. Et puis bah du coup, ça c'était absolument parfait. En plus, comme j'étais relativement ultra violent, bah, tous ces trucs de gaillards qui vont tout brûler à coups de hache, ça me plaisait parfaitement. Ça allait exactement avec ce que je C'était un faisais. peu Conan le barbare, c'est ça? Non, ouais, complètement, ouais, Ok. c'était un peu le gros bordel. Mais voilà, ça correspondait tout à fait à l'image que moi je voulais bien avoir. Et c'est assez intéressant parce que, alors, on parlait des déclencheurs, ça pourrait être en être un aussi. Ça en était un aussi, clairement, pour moi. C'est que le fait d'aller étudier un petit peu plus loin, d'aller chercher plus loin dans ce que je faisais, parce que bah, souvent, si tu dis que tu t'intéresses à quelque chose, tu essaies de sortir des termes, comparé Mhm. qui vont avec. Et puis bah, forcément, derrière ces termes, il y a quelque chose, quoi. Il faut savoir de quoi tu discutes, parce que sinon, tu es vite piégé. Puis ben, du coup, c'est là où j'ai commencé à aller un petit peu plus loin dans mes recherches, puis à m'intéresser un petit peu plus loin. Et puis c'est là que je me suis rendu compte qu'en fait, bah, les Vikings, c'est une toute petite partie d'un truc juste énorme derrière, qui en plus n'a pas forcément les mêmes valeurs. Vikings, c'est vraiment ces valeurs guerrières, on va pas les renier, hein, mais valeurs guerrières, elles sont dans un certain contexte, pour une certaine raison, à un certain moment donné. Puis après, avant, il y a autre chose, et après, il y a autre chose.
Et c'est ça qui est intéressant. Et du coup, me rendre compte qu'avant et après, il y avait autre chose, en fait, ça m'a offert des possibilités en disant: «Mais putain, je peux rester là-dedans tout en exprimant autre chose». Puis ça, c'était Mhm. assez cool ça. Ça, moi, ça m'a plu, assez direct. Et puis c'est une des choses qui m'a permis de dire: «OK, tu peux relativiser, tu as le droit de ne pas rester ce que tu as créé et puis de faire un petit peu autre chose». Voilà. Voilà, mes chers amis, c'est la fin de la partie 1 de l'interview de Jonas. Est-ce que Jonas est vraiment allé au Canada? Il faudra attendre l'épisode 6 pour le savoir. D'ici là, portez-vous bien, à tout bientôt, et n'oubliez pas notre slogan, ni dogme, ni maître, façonnons le paganisme de demain. L'esprit de Dagas. L'esprit de Dagas. Ni dogme, ni maître. L'esprit